Alors on commence aujourd'hui par finir la partie RMN. Donc là je suis reparti sur la diapositive 111. On a déjà traité une partie du couplage, mais déjà ça fait un petit moment. 2, on va faire un petit rappel très rapide, mais ça vous permettra de comprendre le lien entre le couplage en RMN et la RMN 2D. Nous avions discuté la dernière fois qu'on avait fait court là-dessus, comment en fait les noyaux se ressentent, c'est-à-dire que les spins des noyaux se ressentent principalement à travers les électrons. Il peut y avoir en fait un couplage direct à travers l'espace, mais le couplage le plus fort, c'est le couplage à travers les liaisons, c'est-à-dire qu'en fait la couverture électronique se polarise avec des spins alpha et des spins bêta plutôt d'un côté et plutôt de l'autre, si des noyaux ont des spins. Et comme les protons ont des spins nucléaires non nuls, il va se propager une forme comme ça d'information ou de couplage qui va orienter ou en tout cas faciliter une certaine orientation. Alors pour deux noyaux côte à côte, ce sera une orientation antiparallèle, un couplage antiparallèle. Et quand on va passer donc entre deux hydrogènes qui seraient sur le même carbone, on aurait au contraire un couplage parallèle puisqu'ils sont tous les deux en antiparallèle. On a pu voir que sur certains systèmes, par exemple pour des méthyls ou des systèmes plus complexes, on pourrait atteindre des situations de frustration de spin, des fois, où c'est un peu bloqué. Et ce couplage-là, spin-spin, passe à travers ce qu'on appelle la partie orbitale, parce qu'on passe à travers les fonctions d'onde des électrons, la couverture électronique. On a un couplage qui est positif. On dit positif quand il n'y a qu'une seule liaison, et en fait négatif quand c'est après deux liaisons, et de nouveau positif après 3. Donc en fait le J3, traditionnellement, il a un couplage qui est positif, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on a deux hydrogènes qui sont sur le même carbone, on a aussi déjà un couplage qui est négatif via les liaisons, et il va être positif à travers l'espace, et en fait cette compensation là fait que la valeur du J est beaucoup plus faible. On peut regarder aussi d'ailleurs cette possibilité là à travers l'espace. Donc là c'est les positions spatiales du C2H6, et on voit que le couplage passe de 10 Hz à 2 Hz à 14 Hz en fonction des positions. Donc ça c'est plutôt la mise en avant pour un couplage à travers l'espace, et il faut savoir qu'en fait dans la réalité on a une somme de tous ces effets là. J'avais rajouté à cela le fait que la couverture électronique, quand elle prend certaines formes, et notamment quand elle forme un anneau, on va fabriquer un cône d'aimantation qui va aussi provoquer une forme de champ magnétique que va ressentir la couverture électronique de l'hydrogène et les noyaux de l'hydrogène. Ce qui rajoute en fait une partie de déblindage, c'est marqué là, hein, vous voyez sur les hydrogènes qui sont en fait liés à des benzènes sont déblindés, encore plus déblindés que les alcènes. De manière générale, on ne peut pas toujours tout, parce que si à côté vous avez des fonctions qui sont plutôt reblindantes en fonction de la situation et de l'environnement chimique, il va y avoir la somme de tout ça, mais en règle générale, hein, les protons de type benzène sont autour de 7,5, alors que des alcènes, on serait plutôt autour de 5,5, 6, 6,5. Voilà. À partir de là, on avait réexpliqué les règles de voisinage, c'est-à-dire que en fonction du nombre de voisins que tu ressens, ça va modifier ton propre signal. C'est-à-dire que là ici, on a dit qu'on a un triplet, c'est parce que tu as en fait deux voisins, et ils sont soit tous les deux vers le haut, soit tous les deux vers le bas, soit un vers le haut, un vers le bas. Et dans ce cas-là, en fait, comme il s'agit de deux possibilités, soit haut, soit bas, on a en fait une statistique binaire qui représente le triangle de Pascal,
où on a donc si on n'a qu'un seul voisin, il est soit haut soit en bas, ça nous fait un doublé, et etc. Donc là, ce signal à 3,45, 3,47, 3,49, en fait on a un quadruplé, il a donc 3 voisins. Donc ici on avait ça venait, donc cette image vient du Rouessac, et elle liste en fait les possibilités et pourquoi on retrouve le triangle de Pascal. Il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir les 3 vers le haut, il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir les 3 vers le bas. Par contre, il y a 3 possibilités d'en avoir 2 en bas, 1 en haut, et 2 possibilités d'en avoir 2 en haut et 1 en bas. Je vous remettais ici les intensités du triangle de Pascal. Alors pour le retrouver, petit rappel, vous écrivez 1 partout, puis vous fabriquez un triangle, et il y aura toujours 1 à la fin, et après vous faites la somme des deux termes qui sont dessus. C'est-à-dire que là, vous faites 1 plus 1, ça fait 2, et là ici, vous faites 1 plus 2 est égal à 3, 2 plus 1 est égal à 3, 1 plus 3, 4, 3 et 3, 6, 3 et 1, 4, et comme à la fin, vous terminez toujours par un 1. Et ça fait 5, 10, 10, 5, 6, 15, 20, 15, 6, 1. En règle générale, enfin, c'est pas en règle générale, ça forme une pyramide. D'accord ? C'est-à-dire que le maximum est au centre et on doit décroître. Donc si vous trouvez déjà que votre multiplé a une forme qui n'est pas une forme de pyramide, c'est-à-dire on a 4 pics de même hauteur, ça ne peut pas être un quadruplé. Nous avions regardé cette figure-là qui nous permettait de retrouver en fait les formes de couplage. D'accord ? Donc là, on avait un couplage qui était très petit. Là, on avait un couplage qui était entre 6 et 8 Hz. En fonction des 6 et trans, on n'a pas du tout les mêmes couplages. Là, c'est à cause d'un effet direct qui diminue la force de couplage. Et en trans, on a les couplages les plus forts, entre A et B. Nous avions un couplage très très faible entre un proton aldéhyde et les protons qui seraient voisins. On a un couplage qui est moyen quand on est voisin dans un benzène, et tu peux considérer de le ressentir en méta et en para, mais dans ce cas-là, c'est de plus en plus faible. À travers la partie éther, un oxygène, on vous avait dit il n'y a pas de couplage, mais nous avions discuté que ça dépendait en réalité du type d'oxygène que l'on a. Et si on a un oxygène qui a un spin non nul, ce qui est très rare, on verra un petit couplage qui a une forme qui est en fait à peu près de la même ordre d'idée que le carbone. Hein. Il n'y a pas de magie. C'est juste que la quantité de spin non nul et son intensité sera différente. Et généralement, donc, on ne le voit pas. Pour la partie alkyle, d'accord, on peut avoir un couplage très fort si ces deux-là sont différents. C'est-à-dire que souvent dans un CH2, les deux hydrogènes-là ont même environnement chimique, et donc en fait ils ne sont pas voisins l'un de l'autre. Mais dans une espèce chirale, on va pouvoir avoir des hydrogènes qui sont différents, puisque dans l'espace, ils ne voient pas le même environnement chimique. Par contre, ils sont souvent d'un environnement très proche. Et c'est là où ça peut donner des signaux. En fait, c'est probablement partie des signaux en RMN les plus compliqués. Parce que nous avons en fait deux massifs. Si par exemple, ils ont tous les deux 3 voisins. Vous imaginez que dans R, il y a un CH3. Donc HA a 3 voisins. C'est un quadruplé. HB est aussi un quadruplé. Ils sont très proches, mais pas rigoureusement exacts. Et ils sont couplés de 15 Hz. Ça veut dire avec une grosse séparation. Donc ils vont avoir un quadruplé dédoublé. Un quadruplé dédoublé où les deux quadruplés vont se séparer de 15 Hz, qui est souvent à peu près le double de la taille du couplage entre le HA et le HB et le CH3 qui serait voisin. Et donc, s'il faut, ça va se recouvrir. Et comme les deux quadruplés dédoublés sont à peu près au même environnement chimique, on a une somme de pics pour seulement 2 hydrogènes. Ça fait souvent un peu peur. Donc si vous voyez des trucs très compliqués sur de l'alkyle, avec des formes comme ça devrait envoyer un signal. C'est attention, probablement,
soit c'est un carbone chiral, soit c'est un CH2 qui est à côté d'un carbone chiral. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que c'est un CH2 protochiral ou quasi-chiral, et en fait, c'est parce que ces deux hydrogènes à côté ressentent que dans l'espace, c'est pas la même configuration parce qu'ils sont à côté d'un carbone chiral. On avait rediscuté vite fait de comment on pouvait dessiner ou retrouver les multiplets. Les multiplets, l'éclatement en fait des signaux, quand on n'a que des constantes de couplage équivalentes, c'est-à-dire en gros quand on a toujours le même J3, on retrouvera le triangle de Pascal. Par contre, quand on a des constantes différentes, on va commencer par le J le plus grand. Donc là par exemple, imaginons le cas qu'on a discuté juste avant. Une constante de couplage de 15 Hz. On va séparer de 15 Hz nos deux pics, et chacun de ces pics ici va devenir un quadruplé. Un quadruplé avec 6 Hz. Donc là ici on aura moins 3, plus 3, on aura ici plus 9, moins 9, et ici il va y avoir un quadruplé. Donc vous voyez qu'ici au milieu ça va commencer à se mélanger. Ça peut se recouvrir, comme ça peut être légèrement à côté. Ça va rendre difficile l'interprétation. Alors, vous aviez par exemple ici des exemples de signaux qui peuvent apparaître un peu compliqués. Nous avions ici par exemple deux triplés. C'est-à-dire qu'ici on a un triplet dédoublé, d'accord ? Et ici, il faut bien voir qu'on a un triplet qui est là, un autre triplet qui est là, d'où entre lui et lui, ils ne sont pas du même massif. Celui-ci et celui-ci ne font pas partie du même proton. Alors là, ça complique aussi les choses quand on va voir faire de l'intégration. Souvent dans l'intégration, on va balayer sur l'ensemble de ces deux-là, d'accord, ou de voir s'ils sont plusieurs côte à côte, on va faire une intégration sur l'ensemble et ils vous mettront 2. Donc c'est un massif pour 2, mais si vous voyez bien que ça ne fait pas une pyramide, là on voit plusieurs bosses, ça veut dire qu'il y a plusieurs massifs. Donc là, vous traitez ça au départ comme massif complexe et on essaye d'avancer sur le reste. Nous avions discuté de ça, par exemple c'est un doublé dédoublé, donc il y a un couplage probablement en J3 là-dessus, et il y avait un petit couplage qui était en fait le couplage, donc là c'est entre 2 et 4, H2, 4, donc ils le mettent comme ça. En fonction de différence de J, alors ça c'était la notation AB, bon c'était... On va peut-être, en fonction de la force et de l'intensité relative entre les couplages, ils ont des notations. Ils appellent ça des notations AB. C'est de moins en moins utilisé. Je pense que je devrais même carrément zapper ces diapos. Ça ne vous parle pas du tout. Mais en fait, dans les systèmes AB, il y a par contre un effet que l'on peut remarquer. C'est des effets toit. D'accord ? Donc ici, au lieu d'avoir deux doublés, joli, c'est-à-dire où ici normalement ce pic là à gauche, enfin les deux pics extérieurs devraient avoir la même taille que celui-ci. Il va y avoir un effet de modification sur le signal qui va perturber l'intensité de ces pics là et c'est comme s'ils étaient rabotés. Ça écarte le JAB et ça rabote de ce côté-là. C'est pour ça qu'on dit que ça forme un effet toit, ça fait comme une maison. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez un truc qui pourrait faire croire à un quadruplé au passage. Mais en fait, là, c'est un doublé dédoublé. Et il peut y avoir un doublé dédoublé dédoublé avec deux toits. Où là, on voit en fait des effets ici qui sont marqués en oblique, où on a des doublés qui se font en fait désymétrisés. Et là aussi, de nouveau, vous considérez ça comme des massifs complexes pour tant de trucs. Sachant que si vous savez que ce sont des alkyles ou que ce sont des aryles ou que ce sont des alcènes, vous avez déjà une information. Si vous savez combien il y a d'hydrogène, vous avez déjà une autre information. Et si vous savez que le massif est compliqué, et bien là vous gardez des hypothèses sur le nombre de voisins, etc. Quand on arrive ici, donc moi j'avais arrêté le cours à peu près, on va dire en termes de notions, voilà ce qu'on avait déjà plus ou moins vu. Personne ne m'a posé la question, mais vous auriez pu dire alors, si on couple, enfin, si les hydrogènes ressentent les carbones, comment ça se fait que dans le spectre
carbone, les carbones ne ressentent pas les hydrogènes. C'est-à-dire que là, en hydrogène, on voit que les hydrogènes ressentent les autres hydrogènes à travers l'espace, mais aussi à travers les carbones. Et comment ça se fait que la réciproque, c'est-à-dire que dans le spectre du carbone, eh ben, on n'est pas cette influence-là. Et en réalité, les carbones ressentent leurs hydrogènes. Et pour éviter ça, on va découpler les carbones des hydrogènes. C'est-à-dire que quand on va enregistrer un spectre de carbone, si on le veut, et c'est généralement ce que l'on fait, et je vais vous montrer après pourquoi, au lieu d'avoir un carbone C13 qui va ressentir un hydrogène, et donc en gros on aura, si on a un carbone qui a un seul hydrogène, partons sur quelque chose de simple, cet hydrogène il est soit alpha, soit bêta. Dès lors, la couverture électronique aura tendance à essayer de modifier le spin du noyau du carbone C13. Donc, en gros, l'environnement chimique va favoriser soit du alpha, soit du bêta. Or, nous, justement, on veut tranquillement en RMN pouvoir essayer de jouer en fait avec l'orientation du spin du noyau C13 et pas forcément ressentir deux pics pour un seul carbone. Pour faire cela, on va rajouter une fréquence. C'est-à-dire que on va, donc là c'est noté par RF, en fait on va faire rentrer comment dire, on va envoyer une fréquence qui va aligner les spins alpha et bêta des noyaux. Alors il y a plusieurs possibilités de le faire. Souvent j'ai expliqué que en gros on les mettait tous à alpha, mais c'est pas vrai. Si vous voyez là, si on avait que des spins alpha, notre signal de carbone devrait être là. Si on devait avoir que des spins bêta, il serait là. Ce que l'on fait, c'est qu'on s'arrange pour essayer de mettre les spins des noyaux hydrogène à la perpendiculaire, d'accord, par rapport aux liaisons. Ça veut dire que les carbones ici ne verraient à peu près que pas de spin. Alors il y a plusieurs possibilités de faire ça. Soit on synchronise le signal et on fait changer rapidement en alpha-bêta, et dans ce cas-là, le carbone, la couverture électronique n'a pas le temps de se réadapter par exemple, etc. Soit on a des possibilités effectivement de placer un champ magnétique à perpendiculaire, on va dire, à celui que tu veux, et synchroniser sur les fréquences du proton, et en gros on va fabriquer un champ magnétique pour les protons qui seront à perpendiculaire du champ magnétique ressenti par les carbones. Et dès lors, c'est comme si le champ magnétique des protons était perpendiculaire à celui du carbone et donc n'a plus cet effet de couplage. Donc pour découpler, en fait, quand nous on travaille sur le spectre du carbone, en réalité on a un spectre qui demande de balayer entre guillemets les fréquences des carbones et en même temps de balayer les fréquences des hydrogènes pour les découpler. Voici ce que ça donne dans le cas découplé, non découplé. Donc là ici, vous avez un exemple, vous avez la molécule qui est ici, vous avez donc un benzène avec un éthoxy, c'est-à-dire que vous avez un groupement éthyle sur l'oxygène. Vous avez donc un CH3, un CH2 et des CH. Notre CH3 ici, il y a un seul carbone, mais il a 3 hydrogènes. Ça veut dire que normalement, il a 3 voisins, puisque ces 3 noyaux d'hydrogène vont fabriquer 3 environnements ou 3 voisinages différents, et soit ces 3 hydrogènes sont tous les taux en haut, tous vers alpha, tous vers bêta, ou il y en a 2 alpha et 1 bêta, ou 2 bêta et 1 alpha. Et on retrouve en fait un quadruplé. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que là, à 17 ppm, notre carbone 1, au lieu d'être un seul signal, c'est un quadruplé. Notre carbone 2, il a 2 voisins, ça devrait être un triplet. Notre carbone 3, 4, 5 et 6, eux, non, alors pas le 6 justement, 3, 4, 5, d'accord, ce sont tous des doublés.
Donc là, on a doublé, doublé, doublé. Et le quadruplé, eh ben lui, c'est rien du tout. D'accord? Parce que c'est un singulier. C'est pas rien du tout, c'est un singulier. Il n'a pas de carbone. Alors c'est plutôt intéressant, ça semble attrayant en fait. Le problème, c'est là, vous le voyez, entre 3, 4 et 5. On a une série de doublés. Est-ce que ce sont des doublés? Et notamment ces deux-là. Est-ce que ce sont des quadruplés, par exemple? Est-ce qu'il y aurait 2 quadruplés? Comment être sûr? Donc, ça génère plus d'incertitude qu'autre chose. C'est-à-dire que là, ici, cette information-là, on pourrait la retrouver différemment. Je vais vous montrer. On va utiliser une méthode qui s'appelle l'ATP, qui nous permet de savoir plus facilement s'ils ont 3, 2, 1 ou 0 carbone, ou 0 proton, plutôt que cette version-là. Les versions non découplées s'utilisent très rarement. Donc là, ici, voilà, pour avoir un spectre de carbone en RMNC13, en fait, on découple les signaux CH. Parce qu'effectivement, ils se ressentent. Alors, dans la partie couplage, on a traité le couplage directement, les HSQC. Les couplages à travers les J3 s'appellent des couplages COSY. Et on pourrait essayer de discuter des couplages à travers soit des hétéroéléments, d'accord, soit à travers plusieurs liaisons, qu'on appelle ça les HMBC. Nous allons travailler en RMN2D sur de la RMN2D COSY, où on va voir quel hydrogène ressent quel hydrogène, et quel hydrogène ressent quel carbone. Et donc c'est la RMN2D HSQC. Comment ça marche la RMN2D? Alors, nous avons vu qu'un spectre de RMN, c'est une excitation, c'est-à-dire en fait, on met un champ magnétique, on enlève le champ magnétique, et on laisse l'aimantation revenir à son équilibre, plus ou moins. On lui donne un temps de relaxation. Et on repart. Donc, déjà, on se souvient, donc là c'est des protons, mais pour le carbone, c'est pour ça notamment que les spectres des carbones quaternaires, on ne les ressent pas, c'est que le temps de relaxation ne permet pas au carbone quaternaire d'aller jusqu'au bout, de revenir à l'équilibre. Donc l'intégration est incomplète. D'un autre côté, c'est pratique, quand on connaît le truc, ça nous permet de plus facilement vite regarder, tiens, celui-là, ça ressemble à un quaternaire. Si le temps est suffisamment lent et qu'il est intégré. Parce que des fois, dans des spectres expérimentaux, on a déjà vu quand on veut aller vite, on laisse un temps de relaxation trop court et en fait, on ne voit plus du tout le carbone quaternaire. Alors, à partir de là, c'est tous les spins qui relaxent en même temps. On fait une transformée de Fourier et ça nous permet de faire une déconvolution des différentes temps de relaxation et on va trouver les signaux en même temps de toutes les fréquences de résonance. Eh bien, ce que l'on fait en RMN 2D, c'est que on va faire l'expérience, mais on va rajouter un temps. C'est-à-dire que on laisse excitation, mélange, relaxation, et en fait, on va faire l'excitation, on va couper, on va laisser le temps, et puis on va mesurer après. Et on va ici, quelque part, mesurer des temps de relaxation différents en fonction de situations différentes. C'est-à-dire que si j'attends un petit peu, ou si je laisse le mélange continuer, les temps de relaxation des différents protons n'étant pas les mêmes, je vais commencer à voir un peu plus l'impact de l'état de relaxation des voisins sur ton propre signal. Donc, à chaque expérience va correspondre des signaux, et ces signaux vont permettre de retrouver en diagonale le spectre normal, mais vont mettre en avant des perturbations, et ces perturbations vont mettre en avant justement des interactions entre certains signaux. Donc celui qui est placé ici par exemple, alors là c'est une jolie boîte. Le spectre en 2D, en fait ce que l'on regardera, c'est une projection d'en haut. On aura un signal pour H1, un signal pour H2, on aura un signal pour H3. Mais en fait, on aura aussi un signal qui va être à l'intersection entre H1 et H3 et qui dépend
du taux d'interaction entre H1 et H3. H2 ici n'a aucun signal, donc là ici ou là ici, il n'y a pas de pic qui va relier le signal de H2 avec le signal de H3. En fait, ça nous permet de mettre en avant la dépendance ou l'interdépendance entre les signaux de relaxation. Dès lors, on est en train de mettre en avant des couplages, donc là c'est ce qu'on appelle le COSY, pour des hydrogènes qui seront en J3 par exemple, et ça nous permet de mettre en avant sur des nouveaux pics qui n'existaient pas avant, les interactions entre ces hydrogènes-là. Pardon. Comment on fait ça? Alors, comme on a pas mal amélioré la qualité et la sensibilité des tubes, on est parti sur le fait qu'on peut s'affranchir en fait de tout le tube et on va considérer en fait des mini champs magnétiques entre guillemets où on va découper l'espace des champs magnétiques en différentes expériences et en fait on va mesurer la relaxation différenciée à plusieurs espaces du même tube. Et à partir de là, on va pouvoir en fait faire ce décalage de mesure, c'est-à-dire qu'on va laisser aucun temps de mélange, puis un petit peu de temps, etc. Et on va donc pouvoir sonder à différents endroits du tube l'état de relaxation. Donc ici, ils mettent en avant, alors c'est l'autre possibilité, c'est un gradient de champ magnétique. C'est-à-dire que le champ magnétique ressenti par le tube n'est pas rigoureusement le même. Donc il va y avoir des signaux qui vont être différents. Et on va mettre en avant certains signaux plus que d'autres. Donc, pour avoir de la RMN en 2 dimensions, les 2 dimensions, ça va être quoi? Ça va être une influence sur le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on va modifier la donnée temporelle lors de l'acquisition, ou alors on peut mesurer de façon différenciée avec des champs magnétiques légèrement différents. C'est-à-dire qu'il faut faire varier l'expérience. Et on obtient pour ici un système, donc ça c'est de la RMN 2D COSY, on obtient ce genre de spectre. Vous avez le spectre RMN 1D ici. Donc là ici, si vous remarquez, les abscisses et les ordonnées ont même unité. C'est-à-dire qu'on est entre 0,5 et 0,5 ppm. Et il s'agit en fait du proton dans les deux cas. La diagonale, ici, c'est notre spectre en fait 1D, mais vu d'en haut. Alors, vous aurez quand même le spectre 1D, parce qu'honnêtement, il est beaucoup moins lisible comme ça qu'en 2D. D'accord. Enfin, en 1D, il y a l'intégration, etc. C'est plus propre. Mais là, la 2D, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les termes là sur la diagonale, ce sont les termes qui sont en dehors de la diagonale. Ce terme-là, par exemple, il te dit que ce proton-là et ce proton-là sont couplés en J3. Celui-ci te dit que ce proton-là et ce proton-là sont couplés en J3. Il te dit que ce proton-là et ce proton-là sont couplés en J3. Il te dit que ce proton-là et ce proton-là sont couplés en J3. Donc ça, c'est une information qui est assez intéressante. C'est que non seulement tu vas dire, bah tiens, lui, c'est un quadruplé. Tu regardes la 2D et tu dis, tiens, oui, lui, ça, c'est un triplé. Bon, bah très bien, je comprends. Donc lui, ici, mes 2 hydrogènes ont bien ces 3 hydrogènes en voisin et comme seul voisin. Mais après, quand tu as plusieurs voisins, tu pourras avoir des tâches différentes. Par exemple, celui-ci voit celui-là et celui-ci. Alors, je sais pas ce que c'est ce truc-là, mais c'est peut-être des couplages à plus longue distance des fois. Ils sont un peu plus faibles. Ça dépend de la mesure. Mais là, par exemple, on voit que lui, il est couplé à lui, qui est couplé à lui, mais il y a lui qui est aussi couplé à lui. Donc là, on peut voir certains qui sont couplés à plusieurs. Et donc, ça va nous permettre d'avancer avec plus d'informations pour reconstituer les fragments. On va traiter un exemple justement à la fin du cours.
je vais juste rajouter une dernière méthode un peu particulière sur la RMN, et ça c'est sur la RMN du carbone. C'est justement dans les cas un peu complexes, on va utiliser ce qu'on appelle le Attach Proton Test. On va utiliser le taux de relaxation différent des carbones primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Donc là, vous avez à peu près l'intensité relative en fonction du taux. En fait, c'est pas tout à fait un temps, mais et donc grosso modo, on est capable de se dire, bah tiens, à tel moment, j'ai la plupart de mes primaires et tertiaires qui ont relâché, et pas les secondaires et quaternaires, et je pourrais profiter de ça pour les mesurer à des temps différents, et donc pouvoir essayer de les discriminer. C'est ce qu'on appelle donc des spectres APT, pardon, et ils se présentent ainsi. De fait, Théo, quand il avait transformé les TD, le tout premier spectre qu'on avait traité en 2.1, il y avait un pic à 58 ppm qui était en négatif, et le pic était à 18 en positif. Bon, c'était pas super pédagogique d'avoir commencé par un spectre APT, mais l'idée c'est que les quaternaires sont vers le haut, ici. Alors, et en fait, ils sont c'est-à-dire quaternaire et CH2. Donc là, ici, on a un CH2. Celui-là, ça, c'est CDCl3, c'est un quaternaire. Ici, on a CH et CH3. Donc là-dedans, on sait que ce sont soit des CH, soit des CH3. On n'a pas rigoureusement l'information. C'est un primaire, c'est un tertiaire. Mais ça peut être que l'un ou l'autre. Et après, en déduction, par exemple, ici, à 60 ppm, c'est un CH alcène. Ce ne sera pas un CH3, ce sera forcément un CH. Et là, un alkyle à 0, il y a quand même des chances que ce soit un CH3, etc. Donc là, déjà, ça nous permet d'avancer pas mal sur cette information. Et donc, vous trouverez parfois ça, et ça m'arrive en examen de vous proposer ça. C'est pas forcément d'ailleurs nécessaire, c'est-à-dire que quand je l'ai présenté en examen, disons que je l'ai mis, je vous ai demandé pourquoi il y en a qui étaient en haut et pourquoi il y en a en bas. Ça me permettait de tester un peu la connaissance du cours. J'attendais du fait que ça permet de savoir lesquels sont primaires, secondaires et les autres tertiaires, primaires, tertiaires et secondaires, quaternaires. Et en règle générale, c'est pas nécessaire pour pouvoir résoudre le problème. Mais d'un autre côté, quand on a cette information-là, et comme ici en spectro de manière générale, hein, quand on lit mieux l'information, quand on est capable d'avoir plus d'informations, on a plus de chances de résoudre l'identification, le problème d'identification. Donc ici, hein, vous voyez, l'avantage c'est que vous voyez que les quaternaires par exemple restent vers le haut. Donc les quaternaires, ils ont 0 proton, et vous devez vous souvenir que c'est là c'est 0 et 2, d'accord, c'est-à-dire pair, et en dessous impair. Si vous oubliez, bah, vous trouvez lequel est le quaternaire, et vous dites, ah bah tiens, les quaternaires sont vers le haut, donc ça fait 0 et 2 en haut, et 1 et 3 protons en bas. D'accord, pair en haut, impair en bas. Et donc là, ici, on a une avancée intéressante, c'est que déjà, on sait qu'il n'y a pas de CH2 du tout dans la molécule. Boum. Donc là, on va justement prendre le temps de résoudre ensemble cet exercice. On va utiliser cette molécule-là pour illustrer l'ensemble des méthodes 2D et autres, comme APT, que l'on va utiliser. Donc, nous avons un spectre. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 signaux. D'accord ? Donc là, on est sur la diapositive 136. On a 10 signaux carbone. On sait que vers 135 et 134 et 146, ce sont des quaternaires. Le tout dernier, ça ressemble peut-être à un carbonyle ou un truc comme ça. D'accord ? Vous avez ici après des pics. Donc là, on a toute une série de pics entre 122 et 130
qui sont tous négatifs, c'est certainement pas des CH3, puisqu'ils sont liés à des carbones insaturés. D'accord? Donc là, ici, déjà, vous savez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 pics qui sont liés à des CH. Donc entre 124 ppm et 129 ppm, on a des CH. Ça fait quand même 5 CH dans la même zone, avec un 134 qui serait quaternaire. Donc là, ça ressemble à un C6H5, c'est-à-dire un benzène qui serait monosubstitué. Ça pourrait être ça, avec au moins donc un carbone quaternaire. Et tous les autres auraient des hydrogènes. Bon, celui qui est à 117, il pourrait tout à fait être aussi dans un CH aromatique, mais il est un peu faible quand même. Donc là, est-ce que ce serait un alcène? Et celui-ci, c'est-à-dire ceux qui sont à 105, etc., ils sont quand même déjà très déblindés. S'ils sont des alkyles, ils sont particulièrement déblindés. D'accord? Donc il n'y a peut-être que des CH de type aromatique. Mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas qu'un seul cycle. Parce que là, on en aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 CH aromatiques. Deuxième information. Nous avons notre premier couplage HSQC. D'accord? Qui est noté ici dans le livre juste HSC. Donc, vous avez en abscisse, là, F2. Vous voyez que les ppm sont entre 100 et 150. Donc, en fait, il s'agit ici de nos spectres RMN du carbone. Et le pic, là, après, qui est là, c'est une partie du spectre de RMN du proton. Donc là, ici, on a une partie du spectre de RMN du proton avec celui du carbone. On voit, là, cette fois-ci, il n'y a pas de diagonale. D'accord? La diagonale, c'est quand nous avons les mêmes données, c'est-à-dire qu'on a proton-proton, carbone-carbone. Là, ici, on a juste directement proton-carbone. Donc, dès qu'on a une tâche, c'est qu'il y a une interaction, il y a quelque chose, il y a un couplage entre notre proton et notre carbone. Ce que l'on remarque, c'est qu'au niveau du 10 et du 9, il n'y a pas du tout de tâche. Le carbone 9 et 10 ne ressentent pas d'hydrogène. Ce sont bien des carbones quaternaires. Bon, ça, on avait déjà l'information. Déjà, 1, par l'APT, et 2, parce qu'ils ont des signaux plus petits, et donc, visuellement, on les remarque. Après, ce que nous pouvons voir maintenant, c'est que le carbone 1 est lié au signal numéro 6 en hydrogène. Donc on sait que C1 est associé à H6. Ce sont tous des CH dont on sait qu'il n'y a qu'un seul hydrogène à chaque fois. C2 est lié à H1. C3 est lié à H5. C4 est lié à H2. C5 est lié à H7. C6 qui est juste à côté sur sa gauche est lié à H8. C7 est lié à H3. Et C8 à H4. Donc là, vous voyez quand même, ça c'est quand même furieusement intéressant. HSQC en version CH nous donne directement quel carbone est lié avec quel hydrogène. Donc ça peut être pas mal. Pour les structures un peu complexes, c'est pas mal. Alors, en soi, dans la plupart des exemples de TD qu'on a fait, on l'a fortement deviné, puisque les alkyles les plus déblindés sont liés aux protons les plus déblindés. Les quaternaires, on était capable de les découvrir. C'est principalement intéressant dans la partie aromatique, où là, plusieurs fois, on s'est dit « Ah ouais, celui-là, c'est probablement l'ortho ou le méta, j'en suis pas sûr. » Là, on a donc une méthode expérimentale qui clairement nous permet de dire, ben voilà. Surtout que là, on a un système aromatique plus complexe que d'habitude. On a quand même beaucoup plus de carbone à caser. On a 10 carbones à caser. Ça ressemble à un double cycle, par exemple. Nous pouvons avoir aussi de la COSY, c'est-à-dire qui est voisin de qui.
Donc ici, le spectre est vraiment bien fait. Ça vient donc c'est David Lanking qui l'a fait pour un bouquin américain. Et la ligne droite, c'est en fait le signe, c'est ce spectre-là, si vous voulez, mais vu d'en haut. Ce qui nous met en avant, c'est que ce pic-là, là, donc le proton numéro 1, il ressent le proton numéro 2 et le numéro 8. C'est-à-dire qu'a priori, le carbone 2 ressent le carbone 4 et carbone 6. Donc ça nous permet de commencer à imaginer une structure déjà qui commence à être de proche en proche. Après, on a le carbone 3, le signal H3, qui est donc associé au carbone 7, qui lui aurait comme voisin le 4. Et ça veut dire que ici, le 3 ressent le 4 et un tout petit peu le 8. Hop, hop, et donc, voilà. Après, le 4 ressent le 3 et le 8. Et donc là, on peut imaginer que ça, c'est dans un système aromatique, c'est donc un petit couplage à plus faible intensité, qui est du style, on n'est pas en J3, on est en J5. Après, on a par exemple celui-ci. Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6 qui est lié avec notre carbone 1, il est voisin de personne. Il est tout seul. Alors déjà, on le sait, entre guillemets, parce que c'est un singulier. Hein. Bon. Voilà. Mais là, l'intérêt, c'est que, notamment ici, on voit qu'on a un système qui est un triplet. Là, on a un triplet, mais en fait, là, on aura probablement un triplet dédoublé ou un truc comme ça. Et que là, ici, en fonction des intégrations, là, on n'a pas la valeur des intégrations, mais lui, on peut se douter qu'il y a un proton de chaque côté. Donc là, ici, on a notre triplet. Là, ici, on a un doublé parce qu'il a effectivement un seul voisin, qui est celui-ci, là. Et lui, c'est un triplet parce qu'il a ces deux voisins-là. Et lui, c'est un triplet parce qu'il a ces deux voisins-là, etc. Donc, c'est ça le but, en fait, de la RMN 2D. Ça va être de capable, de vérifier, est-ce que c'est proton-proton? Dans ce cas-là, je vais m'occuper des termes en diagonale. Est-ce que c'est du carbone-hydrogène? Et dans ce cas-là, je vais regarder les tâches et ça me permet de savoir qui ressent qui. D'où, à partir de là, on est capable de remonter à cette information-là. C'est-à-dire, le carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sont reliés aux hydrogènes 6, 1, 5, 2, 7, 8, 3, 4, qui est couplé à rien du tout, 2, 7, 2, 1, 5, 1, 3 mais faiblement, 4, 4 et 8, 3 et 8, rien et rien. D'où à partir de là, on va être capable de remonter à une solution, d'accord? Là, on a même, donc là ici, il nous manque des informations, hein. Il nous faut un spectre de masse, il nous faudrait une fragmentation, etc. Mais on se doutait qu'il y avait plus d'un aromatique. Là, en fait, on avait bien un système à 5 hydrogènes, et en fait, on avait après un bicycle en plus, ce qui nous et il y avait donc 2 azotes qui étaient à l'intérieur du cycle. Donc ces deux-là, il nous faut une masse paire, on aurait pu se faire avoir. 2, il nous aurait fallu au moins la liaison CN, on l'aurait peut-être pas vu. Bref, celui-ci c'est un exemple très dur. Hein. Mais voilà, avec la RMN 2D, on a pu quand même déjà, sans rien avoir sur la masse, etc., des informations très intéressantes. Donc là ici, au passage, il y a l'attribution. Je vais passer très vite. Je vous laisserai les reprendre tranquillement quand vous voudrez essayer de les refaire. Vous avez la possibilité d'aller encore un peu plus loin. C'est que quand on fait ça, on peut même
regardez l'étalement des tâches, et l'étalement des tâches nous permet de connaître les valeurs de couplage. Bon, en fait, c'est comme mesurer les pics, les différentes pics, sauf qu'on peut en fait les éclater sur un graphique où on peut voir les différentes valeurs de couplage, et on a la possibilité de mettre en avant comme ça des couplages. Donc vous voyez par exemple ce genre de molécule, la strychnine, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement dur à résoudre. Ça se fait de façon presque en automatique, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des systèmes où il va y avoir plusieurs expériences qui vont faire plusieurs types de RMN différentes, et ils vont automatiquement essayer de résoudre les systèmes. Je veux dire, moi je vous mets ça en examen, c'est même pas la peine. Je veux dire, c'est pas possible. Déjà, je serais probablement incapable de le résoudre tout seul, surtout avec ce qu'on a vu en TD, c'est-à-dire uniquement l'infrarouge, la RMN en 1D et en 2D, c'est pas suffisant. Il nous faut plus de détails que ça. Je termine par 2 petites diapositives. Alors, c'est un scan qui est vraiment pas très beau, ça venait de l'actualité chimique, celui-ci. C'était pour vous montrer, surtout qu'on n'a pas... tout le monde n'a pas pu visiter le labo Moltech Anjou, et tout le monde ne le fera pas cette année, puisque plusieurs d'entre vous feront des stages à l'extérieur du laboratoire. Vous ne verrez donc probablement jamais la RMN qu'on a au labo. Nous, on a une RMN 500 MHz. Une RMN 500 MHz, il y a quelque temps, ça valait à peu près 500 000 €. Maintenant, c'est moins cher. Une RMN 500 MHz, on s'achète à 250 000, 300 000 €. Je pense qu'on l'avait déjà, nous, acheté plutôt 300 000 € et elle était déjà de deuxième main. C'est bien sûr sur des financements de projets européens, c'est via des subventions européennes que le laboratoire Moltech Anjou a pu s'acheter ça. Elle pèse plusieurs tonnes, donc c'est pas un truc que tu peux facilement venir voler avec une fourgonnette. Le tube est tout petit. Là ici, elle a un passeur. Là, c'est le tube de RMN. Alors, ah oui, il y a un truc. Pardon, faut que je remette Discord quand même, je vois. Ah, j'avais pas vu les questions. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a personne qui répond. Le mélange, en fait, c'est le temps de relaxation. Le COSY, ça veut dire... oui, si c'est en J3, c'est du COSY. COSY, ça veut dire entre mêmes atomes. Les différences des intensités en APT, c'est les mêmes que de d'habitude. C'est-à-dire que c'est dû à la relaxation. Alors non, quand on parle du COSY, c'est quand même à travers les liaisons. C'est juste que la flèche mettait en avant le J3. Alors, au passage, tiens, je vois la blague de Thomas sur le fait qu'il voulait des ça à Noël. On a failli acheter une RMN 90 MHz. Donc la RMN 90 MHz, ça nous revient aux ceux qui ont bien aimé l'historique de la RMN dans le tout début du cours RMN. La RMN 90 MHz, c'est parmi les premiers modèles qu'on a fabriqués. Donc c'est assez cru comme méthode. Mais c'est une RMN portable. Elle prend la taille de ce que vous pouvez avoir maintenant dans une RMN, un spectre infrarouge. Vous avez vu où l'UV, d'accord, peut-être un peu plus gros. Et le champ magnétique 90 MHz s'obtient assez facilement. Il est plus nécessaire d'avoir, parce que c'est là tout ce qui est le plus important là-dedans, c'est toute la partie refroidissement. C'est-à-dire que vous avez ici donc un système d'aimantation, d'accord, qui est un supraconducteur qui tourne en permanence, un courant électronique qui tourne en permanence, qui est enfermé dans une double bouteille thermos énorme, c'est-à-dire plongé dans de l'hélium liquide, qui est plongé dans une enceinte thermos qui est dans de l'azote liquide. On doit changer l'azote liquide assez souvent. Vous avez ici le réservoir d'azote liquide,
là. Donc là, c'est une marque Bruker, c'est la marque allemande la plus connue au monde. Notre RMN est une marque Bruker aussi. Et donc on change l'hélium, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus si c'est une fois par an ou l'hélium liquide, ça coûte cher. Mais normalement, en fait, tu empêches la dissipation trop rapide de l'hélium liquide. L'hélium liquide, ça nous amène à 4 degrés Kelvin. Hein. Donc ça nous amène à 4 degrés Kelvin. Et en fait, pour ça, tu le mets dans une bouteille thermos entourée d'azote liquide, qui est donc à moins 74 degrés. Et qui permet voilà, c'est pire qu'un congélateur. Donc tout ça, c'est plus ou moins hermétique. C'est contrôlé, et donc là, la partie à droite, la Advanced in HD, c'est le générateur de courant pour tout ce qui est pilote, etc. Plus généralement du courant secouru. Voilà. Donc ça prend des proportions assez folles. Finalement, quand je vous avais dit que la RMN, c'est une méthode qui demande très peu d'énergie, certes, c'est-à-dire que ton tube, dans du champ magnétique, va provoquer un effet physique qui demande très peu d'énergie. Changer le spin d'un noyau, c'est très 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 peu d'énergie. Mais par contre, pour autour que ça marche, il faut un champ magnétique très intense, donc ça a eu un coût de fabrication assez important. Et deux, il faut le mettre dans un système réfrigéré assez coûteux. D'où la RMN, nous, elle marche en permanence. C'est-à-dire que notre RMN 500 MHz, c'est un joujou qu'on fait tourner H24, 24 heures sur 24. Donc que ce soit au laboratoire, ou alors que ce soit des demandes extérieures, que ce soit du laboratoire de pharmacie, etc. Enfin bref. 500 MHz, 600 MHz, on commence à voir plus de choses. Mais on peut aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que certains ont proposé de fabriquer des champs magnétiques encore plus intenses pour avoir une encore plus haute résolution. Et donc ça a été fabriqué il y a quelques années, des systèmes gigahertz, c'est-à-dire on sait 1000 MHz. Vous avez ici une photo d'une RMN à 1 GHz, ce qui veut dire un aimant à 23,5 Tesla, qui est à Lyon. Pendant longtemps, c'était la seule au monde. Maintenant, il y en a une aux États-Unis aussi. C'est un appareil RMN qui n'est pas français et qui n'est pas que pour un laboratoire à Lyon. C'est un système qu'on appelle un très grand équipement et en fait c'est une coordination européenne, on va dire, de recherche. Et en fait tu peux postuler, tu justifies d'un besoin, c'est-à-dire pourquoi tu as besoin absolument que ce soit de la gigahertz dans ton projet scientifique, et dans ce cas-là tu es appelé à dire ben voilà, vous venez le samedi matin à 2h35 et vous avez vos 4 heures d'acquisition de spectre. Enfin je dis ça comme ça, mais grosso modo ça peut être ça. Alors remarquez la taille de la RMN, hein, ce sont des vrais escaliers. Le champ magnétique est tellement brutal que tu ramènes pas un pacemaker et tu ne ramènes pas un disque dur. Il est carrément dans un hangar dédié à ça. Et voilà. Donc, l'image de droite, c'est pour vous montrer ce qu'est une IRM 1 GHz. Donc là, l'idée, c'est que cette fois-ci, le tube, c'est un être humain. Donc il faut que tout le reste soit en proportion. Et donc un IRM 1 GHz qui a été prévu, donc là c'était sorti il y a quelques années déjà, donc il sera installé en 2013, c'est Neurospin, donc ça existe et ça permet de faire passer ça. Tu es dans un champ magnétique à 1 GHz pour avoir une IRM de très haute définition. Et on a fini pour le cours. Est-ce que vous avez des questions ?
Alors, quand tu vas changer la fréquence de ton champ magnétique, tu vas séparer tes pics. Alors, il faudrait que je retrouve un pic boum, 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 boum. Proton. On va essayer de remonter à ça. Donc là, ici, par exemple, on a un spectre où il y a un doublé dédoublé. La constante de couplage J, elle est en Hertz. Et en fonction de la précision de ta machine, d'accord, tu vas donc avoir, hein, par exemple, si c'est du 90 MHz, si le J est de 1 Hz, ça va faire une différence en ppm que tu ne peux pas distinguer. Donc, plus tu as un champ magnétique grand, plus les petites constantes de couplage de 1 Hz, ou surtout entre 3,5 et 4 Hz, tu vas commencer à pouvoir réellement les voir. Donc en fait, ça te permet d'éclater un peu plus les signaux, et tu vois mieux voir, distinguer les petits couplages. C'est ça en fait d'ailleurs la précision importante en fait, que l'on va remarquer. Alors, on va reprendre effectivement. Alors, déjà, effectivement, sur l'analyse du spectre RMN, l'intérêt c'est qu'on va passer sur les TD, mais là je vais prendre 2 minutes pour le refaire un petit peu. On en a deux différents. Celui-ci, tu as RMN 2D carbone-proton. D'accord? C'est-à-dire que si tu remarques là, sur ton échelle X et Y, il y a une fois le carbone, une fois le proton, là, les tâches, c'est tel carbone ressent tel proton. C'est-à-dire que là, tu te places ici, et tu sais que c'est le 6 qui ressent le 8. D'accord? Le carbone signale 6, ressent le carbone, l'hydrogène signale 8. Donc ça, c'est la RMN HSQC ou HSC, qui te permet de voir quel hydrogène ressent quel proton, quel carbone, pardon. Et l'autre, pour la partie diagonale ou pas, c'est quand tu as 2 fois le proton ou 2 fois le carbone. Donc nous, on fera principalement 2 fois les protons. Donc là, tu as en X et en Y le même spectre proton-proton. La diagonale, c'est ton spectre normal. C'est ton spectre 1D. C'est ça, là tu vois 1, 2, 3, c'est ton triplet. Là tu as un autre triplet, là tu as un doublé, là tu as un truc qui ressemble à un triplet, là tu as un truc qui est un doublé, là il y a un singulier, un doublé, un doublé. D'accord? Donc honnêtement, regarder la diagonale là-dedans, c'est pas super intéressant. Tu as déjà l'information en version plus lisible qui est ton spectre normal. Par contre, ce que tu n'avais pas avant, c'est ça. C'est-à-dire, si tu regardes ce pic-là, tu remontes là, et là, ici, en dehors de la diagonale, il a ça. Et ça veut dire que lui et lui se ressentent. C'est-à-dire que ça, c'est une tâche qui met en avant l'intersection entre qui? Entre lui et lui. Donc dans ce cas-là, en fait, tu vas regarder en ligne, tu tapes sur la diagonale, et ça te dit, tiens, c'est ce proton-là. En colonne, tu descends jusqu'à la diagonale, et là, c'est proton-là. Donc lui et lui se ressentent directement. Et j'ai une démonstration. Mais lui, là, il ressent aussi lui. C'est-à-dire que si je regarde la ligne, là, en fait, c'est pour ce proton, voici tous les autres protons qu'il ressent. Donc si tu veux le relire comme ça, c'est possible. C'est-à-dire que tu te mets comme ça, tu descends dans ta diagonale, tu dis, bah, ce proton, il ressent lui et lui. Après tu descends, tu as lui, il ressent lui. Donc là, hein, vous voyez, c'est un truc qui est symétrique. Hein. C'est-à-dire que si le proton 1 ressent le 2, bah, le 2 ressent le 1. Par contre, le 2, lui, il ressent celui-ci, que ne ressentait pas forcément le 1. Ok.
Alors, on va clore ici la partie cours. On va prendre 5 minutes de pause.